Allez, salut à tous, nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci, je suis en compagnie d'une personne dont vous m'avez souvent parlé. Bonjour Mathieu Néra. Salut Benjamin. Ça va bien? Impeccable, super. Très bien. Et allez Mathieu, présente-toi, ton prénom, ton âge et là où tu habites, ta région. Vu que j'adore parler de moi, ça va être parfait. Alors Mathieu Néra, j'ai 42 ans. J'ai un petit garçon de 2 ans. Et je pêche depuis très longtemps. Voilà, j'ai toujours aimé la pêche, j'ai toujours passionné par la pêche. Par tous les poissons, donc pas forcément la carpe, tous les poissons. Justement, comment tu t'es mis à cette passion de la carpe? Comme beaucoup, je pense, hein, quand t'es gamin, que t'es au bord de l'eau, que t'attrapes plein de poissons, que ce soit des gardons, des perches soleil, des vairons, un petit peu tout, et qu'un jour tu vois un poisson énorme, je me rappelle, j'en ai encore l'image de cette carpe de 4 kilos qui me paraissait monstrueuse. Je la revois dans le bateau, un pêcheur de carnassier qui l'avait attrapé, qui avait dans le bateau. Je dis ah, c'est énorme, c'est trop gros. Et quelques jours après, j'entends parler à nouveau d'un poisson de plus de 10 kilos, donc j'imaginais un poisson énorme. Je me suis dit il faut que j'essaye. Et puis j'ai essayé, j'ai cassé, donc cette carpe elle a été beaucoup plus forte que moi. Et puis là je me suis dit bah oui, il faut essayer de trouver des solutions pour l'attraper. Et puis après voilà quoi. Mais je continue à pêcher un peu tous les poissons, mais c'est vrai que la carpe un peu plus que les autres. Que ce soit au coup maintenant et à la carpe en batterie, tu fais les deux. Toi, tu fais quand même pas mal de compétitions au coup. Ouais, je fais feeder plus feeder que coup. Feeder, oui. Coup un petit peu aussi, mais après voilà, toutes les pêches sont intéressantes. Faudrait faire que ça, faudrait avoir 15 vies, tout prend du temps. Je passe beaucoup de temps à la carpe, mais c'est pas pour ça que j'aime pas aussi pêcher les autres poissons. Quand on est au bord de l'eau, de toute façon, tu sais, on est bien. Quel que soit le poisson à attraper, même quand il y a des perches soleil sur le bord, tu as envie de les attraper et tout. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des trucs à faire. Il y a toujours des trucs intéressants à faire, quoi. Mathieu, on le sait tous, donc tu as créé une marque de bouillettes, donc bouillettes maison. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire par quel métier tu as commencé, par exemple de tes études majeures là, puis jusqu'à aujourd'hui, ce que tu as fait Alors c'est un peu, oui, je pense, alors toutes les situations sont pas typiques, la mienne l'est beaucoup. J'ai fini mes études, en fait j'ai passé un doctorat de physique, c'était en 2008, et j'étais embauché quelques semaines après pour le métier pour lequel j'étais destiné. J'étais embauché donc chez Airbus sur Toulouse, et la crise financière est tombée pile à ce moment-là, c'était en janvier 2008 ou 2009, je sais plus exactement, et du coup mon embauche a été différée, donc du coup je suis parti pendant 1 an à la pêche, donc c'est bien tombé. Okay. J'ai fait 1 an sabbatique au bord de l'eau, donc parfait. Hein, puisque mon embauche à chaque fois a été décalée de quelques mois. À la carpe du coup? Oui, à la carpe. À la carpe, exclusivement à la carpe. J'avais toujours une petite canne au carnassier, mais c'était pêche à la carpe. Et du coup, pendant ces quelques mois, à force que mon embauche soit décalée, j'arrivais en fin de droit parce que je profitais du chômage à ce moment-là pendant les quelques mois en attendant mon embauche définitive. Du coup, je me suis dit, mais il va peut-être falloir que je commence à faire quelque chose, quoi. Et du coup, voilà, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais faire quelques bouillettes au moins pour m'occuper en attendant de cette embauche définitive. Pour pêcher. Mais à aucun moment je m'étais dit que j'en ferais mon activité principale ou que je serais encore là 15 ans après. Et en fait, voilà, c'est un peu par un peu hasard, un concours de circonstances, j'avais du temps, je me suis mis à rouler des bouillettes et du coup j'ai créé l'entreprise. Et finalement, comme ça a plutôt bien fonctionné, j'ai continué et 15 ans après, je suis encore en train de rouler des bouillettes. Et la marque bouillettes maison, parce que c'est des bouillettes que tu faisais chez toi? Oui, c'est ça. C'était pour me différencier des bouillettes du commerce. C'est que c'était les bouillettes que je roulais avec mon grand-père, les recettes que j'avais. Les premières recettes, alors j'ai toujours roulé mes bouillettes quand j'étais gamin. Quand j'étais étudiant, j'avais plus vraiment le temps de rouler. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais maintenant que j'ai du temps, j'ai investi un petit peu dans du petit matériel pour rouler. Et puis du coup, voilà, je me suis lancé avec les premières recettes que je faisais. Ok, d'accord. Alors Mathieu, aujourd'hui, vous êtes nombreux d'ailleurs sur la chaîne et un peu dans le monde de la pêche de la carpe en France à connaître Mathieu Néra via ses exploits et ses titres de pêche. Par contre, Mathieu, voilà, une question me vient. Tu es le seul carpiste en France à être mondialement connu et tu es le seul à ne pas avoir de réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est un choix de ta part? Alors, je sais que tu travailles, tu as le réseau Bouillettes Maison. Voilà.
par lequel tu te rends? Alors c'est justement, je m'en occupe même pas parce que moi c'est vrai que les réseaux sociaux c'est pas forcément mon truc. Moi ce que j'aime c'est être au bord de l'eau. Et d'ailleurs c'est même un problème puisque par exemple pour alimenter la page Bouillette Maison, justement mon pote Vincent là qui s'en occupe à chaque fois il me dit t'es au bord de l'eau, envoie-moi une photo. Je te l'envoie et puis finalement la journée est passée. T'as regardé l'eau, t'as fait plein de choses et j'ai même pas pensé prendre une photo quoi. Et c'est vrai que c'est pas du tout dans mes habitudes de prendre une photo, même pour moi, même pour avoir ce souvenir là. Et du coup effectivement quand je suis au bord de l'eau, je pense à tout sauf prendre des photos, sauf prendre des vidéos. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui tu es très bon, c'est que tu passes plus de temps au bord de l'eau que sur les réseaux. Je sais pas, mais en tout cas ce que j'aime c'est être au bord de l'eau et pas sur les réseaux. Donc j'ai jamais eu cette envie d'être sur les réseaux. Donc ouais après. Et du coup toi qui es parti donc du coup à rouler tes bouées dans ton garage, qu'est-ce qui t'a fait connaître comme ça aux yeux de tous? Parce qu'aujourd'hui quand on dit Mathieu Néra, en général sur n'importe quelle vidéo, n'importe quel salon ou autre, on veut soit un autographe, soit une photo, ou alors Mathieu Néra et tout. Est-ce que c'était résultat de compétition ou un événement qui t'a fait connaître? Forcément, les résultats en compétition. La compétition, quand j'ai commencé, moi le premier, j'étais anti-compétition, je voulais pas en entendre parler et tout. Et c'était au début où les compétitions commençaient à se structurer. Donc effectivement, on a eu plutôt des bons résultats à ce moment-là. Donc forcément, ça a dû contribuer à ce que ce nom revienne régulièrement, quoi. Tu as été champion du monde aussi? Oui. Ça t'a peut-être aidé à... Oui, bien sûr. Le titre de champion du monde, c'est pas anodin. Donc j'étais champion du monde en 2016 avec Mathieu Farge. Oui. Forcément, là, c'est un souvenir énorme. C'était en France. Il y avait énormément de monde. Il y avait un public. C'était hallucinant. C'était... Alors, ce qui est marrant, c'est que tu viens de citer donc, le binôme que tu avais en 2016, Mathieu Farge. Et lui, si je me trompe pas, c'est aussi quelqu'un qui est très connu. Alors, de par son lancer de canne, mais qui n'est pas réseaux sociaux aussi. Oui, c'est quand même marrant cette histoire oui, parce qu'on de Mathieu qui est connu. On était au bord de l'eau, mais on n'était pas sur les réseaux, quoi. Enfin, Ah ouais, c'est vrai. Il y avait pas les en 2016, si, il y avait les réseaux, mais pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les Instagram, ça, les TikTok, tout ce qui va avec. Donc, on avait le Facebook ou MSN et c'est ça. C'est pas ce qu'il y avait de mieux pour eux. C'était pour échanger avec d'autres pêcheurs, mais c'était pas pour c'était pas pour autre chose, quoi. Ok. Alors du coup, tout à l'heure, tu as évoqué que tu avais un enfant qui avait 2 ans. Oui. On te connaît énormément au bord de l'eau. Quasiment 300 jours dans l'année. Enfin, moi, de ce que je vois, tu vois. Du coup, c'est pas trop compliqué ta vie de famille? Bah si, après voilà, forcément quand on passe autant de temps au bord de l'eau, il faut forcément que sa femme soit absolument très ouverte pour ça et l'accepte, quoi. Ouais. Voilà, ma femme a toujours connu, passionnée, c'est sûr, si je veux pas. Tu l'as connue, tu étais déjà parti beaucoup à la pêche? Tu partais beaucoup à la pêche? J'ai toujours, quand j'étais étudiant, je séchais les cours pour aller à la pêche. Il y a forcément des périodes dans la vie où tu y vas un peu moins pour plein de raisons, mais non, j'ai jamais passé un mois sans aller à la pêche, maximum, quoi. Enfin, et le gamin doit te manquer du coup quand tu pars beaucoup? Oui, forcément, surtout là maintenant comme il grandit et tout. Mais voilà, il faut avoir une femme qui accepte ce mode de vie, parce que c'est sûr que les compétitions, c'est du temps. Quand on part en pêche loisir, alors heureusement elle adore venir avec moi, on part tous les 3 en famille, donc ça c'est plutôt agréable. Mais oui, forcément, tout le monde n'accepterait pas que son homme aille passer des heures et des heures au bord de l'eau à attendre un poisson, quoi. Ouais, moi je croise les doigts parce que j'ai à peu près la même femme chez moi. Et ok, d'accord. Bon bah écoute, moi c'est pareil, les gamins je les vois pas trop souvent. Bon, je les vois grandir, mais des fois on rentre. C'est-à-dire qu'ils sont bien heureux de nous voir. Bien sûr. Et puis là, à l'âge où mon petit, quand tu reviens, il y a des nouveaux mots, il y a des nouvelles choses qu'il ne sait pas faire. Donc oui. Ouais, après, je sais que je l'amènerai aussi dès que je peux. À la pêche. Oui. Il sera peut-être aussi bon que toi. Je lui souhaite, et puis s'il n'aime pas la pêche, il n'aimera pas la pêche. Mais lui il sera connu, puis il pourra déjà dire oui, c'est mon père qui était bon. Bon, ok. Donc du coup Mathieu, aujourd'hui tu fais plus de compétitions que de pêche choisir, quasiment? Pas tant que ça. En fait, les compétitions, je les trie, on essaye de faire des compétitions où justement le tirage au sort a le moins d'importance, on essaye d'en faire moins, mais d'en faire des intéressantes. Du coup, oui, sur l'année, alors ça peut paraître énorme en nombre de jours, mais j'en fais 5-6 à la carpe, 3-4 au feeder. Alors finalement, ça fait du temps parce que 5-6 à la carpe, c'est une semaine à chaque fois. Donc, étant donné que nos compétitions, on va dire, c'est du mois de mai jusqu'au mois de octobre. Donc sur 6 mois, ça fait une semaine par mois. Donc ça en fait quand même beaucoup. Mais c'est pas non plus, je fais pas 20 enduros dans l'année, quoi. Et après, tu pêches souvent le barrage en hiver? Oui, voilà. Dès que j'ai du temps, par contre, j'essaye d'aller dans mes barrages. Je suis dans une région où on a de la place et tout. Donc, Et de tout ça, alors là je vais parler pour la compétition, est-ce que tu as un très bon souvenir de compétition
qui vient en tête, genre le souvenir. Tu te dis. Et le souvenir, forcément, un titre de champion du monde. C'est un titre, c'est forcément quand tu fais de la compétition, tu fais pas la compétition pour ça, mais quand tu commences un petit peu à avoir des titres de champion de France et que tu commences à pouvoir dire un jour, tiens, peut-être que je pourrais faire un championnat du monde. Forcément tu te dis pourquoi pas le gagner, ce championnat du monde. Et du coup on a eu la chance, on avait fait deuxième en 2014, donc on avait déjà été vice-champion du monde en 2014, donc c'était déjà pas rien. C'était déjà pas rien, c'était surtout qu'on avait le double titre, on avait le titre individuel et par équipe. Et oui. Donc la nation était aussi montée sur le podium, donc ça c'était un très bon souvenir. Et tu te gardes toujours dans le coin de ta tête un jour, pourquoi pas l'être, même si le titre absolu c'est le titre champion du monde par équipe, mais pourquoi pas l'être au-dessus en individuel, tant qu'à faire. Ça enlève pas de points à l'équipe. Moi ça m'irait aussi. Donc du coup, Puis à Saint-Fargeau en France, ça s'est passé une année justement où on a fait plein de compétitions sur lac, on a compris beaucoup de choses sur le comportement des poissons. C'est une belle compète pour le coup là. Ouais, c'était génial. Il y avait pas mal de poissons et tout. Il y avait beaucoup de poissons attrapés, des poissons qui s'attrapaient de manière à cette époque-là qui était complètement atypique. On pêchait aux zigues en mettant des appâts sur le fond. Maintenant, ça paraît moins anodin. En 2016, c'était quand on a commencé à voir ça, on s'est dit mais elles sont folles ces carpes. C'est pas normal, oui, exact. Oui. C'était quand même, et puis ça, c'est vrai qu'on s'en est rendu compte sur les entraînements et on s'est dit mais est-ce que ça va fonctionner le jour J quoi. Et puis quand tu mets en place une stratégie, que tu as un plan dans la tête et que ce plan il se déroule mais parfaitement quoi. On savait qu'à la fin du premier saut, on aurait la première touche. On est en train de, je me rappelle, on commence à amorcer. À la fin du premier saut, on a la première touche. Bam, on est dans les temps. Ça continue, une heure après, une deuxième touche. Et puis voilà, ça a été pendant 72 heures, ça a été un plan sans accroc quoi. Et c'était génial quoi. On a eu plus de 300 personnes à des moments derrière qui applaudissaient à chaque poisson. C'était chouette. Forcément, c'est un souvenir énorme. C'était tous les bénévoles, toute l'organisation qui vivaient le truc à fond aussi, parce que oui, nous c'était le côté facile, on était à la pêche, il y avait tout ce qui passait autour, donc c'était tout un truc de dingue. Après voilà, le gros regret c'est que par équipe on monte même pas sur le podium. Je me rappelle la déception de Fred, Mika qui eux avaient le poste cimetière sur le truc, qui nous empêche. Je pense que n'importe quel autre poste ils auraient largement cartonné. On aurait pu avoir le petit bonheur suprême d'avoir en plus un titre par équipe. C'est le seul truc qui manque cette fois-là, mais c'était chouette. Et donc du coup, obligé de te la poser, est-ce que tu as un pire souvenir, un truc en compétition où tu t'es dit bon, celui-là, je rentre chez moi, basta. Il y a un souvenir où justement celui-là il me hante depuis des années. Alors des déceptions et des échecs, il y en a plein en compétition. Ou alors quand tu rentres, tu te dis mais merde, putain, mais pourquoi on n'a pas pensé à ça avant quoi. Mais pourquoi on l'a pas fait, pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est comme ça qu'on pourrait. C'est pour ça que la fois d'après, ce que tu te rends compte là, tu le mets en pratique. C'est l'expérience qui te sert justement à être meilleur les fois d'après. Mais là, ce cours-là, le coup du hasard, c'était sur un championnat du monde. Le dernier championnat du monde qu'on a fait avec Mathieu. Il nous manquait une médaille en individuel. On l'a jusqu'à la fin de la compétition, mais même juste après. C'est-à-dire qu'on a 11,7 kg d'avance sur le deuxième. Un lac avec une moyenne à 3 kg. Donc tu te dis tu as au moins 2-3 poissons d'avance. Ça se terminait à 13h. À 12h57, les laitons font une touche. 13h, fin de la compétition, ils sont en combat, donc on sait qu'ils n'ont pas doublé. 11,7 kg avec une moyenne à 3 kg sur la compétition, tu te diras normalement ça passe. Et finalement, donc ils ont 15 minutes pour la sortir. Au bout de 12 minutes, ils épuisent le poisson. Tout le monde est dingue parce que c'est un gros poisson. Donc nous, on a l'info comme quoi c'est un gros poisson. On dit gros poisson, ça peut pas faire quand même. Ça serait la deuxième ou troisième plus grosse de la compétition, quoi. Bon, mais finalement si, quoi. Donc ils nous passent devant, je crois, de 100 ou 150 grammes avec un poisson de 12 kg qui sortent à 13h12 ou 13h13. Et du coup, on avait la médaille de bronze par un individuel et ça nous fait descendre du podium. Donc on n'a pas cette médaille de bronze individuelle à quelques secondes de la fin. Et en plus, on a le risque de perdre la médaille par équipe. Nous, ça nous a fait perdre une place sur le secteur. Et on était à égalité avec les Russes, finalement, au poids pour quelques kilos. On conserve la médaille par équipe, mais nous, on perd la médaille individuelle. Donc ça c'est les boules. Une médaille, une médaille en championnat du monde. Ça te faisait vice-champion du monde, champion du monde et troisième du coup. On aurait eu les trois médailles sur les championnats du monde en individuel. Une médaille, c'est toujours une médaille, c'est toujours bon à prendre en championnat du monde. Et là que ça se joue à aussi peu de choses. Voilà, c'est les joies de la compétition. À ces médailles, tu as ajouté donc l'année dernière la médaille de champion de France avec Anthony. Oui. Là, cette année, donc du coup, on est actuellement sur le Rhône. Cette année, donc là, ça va se passer à la Gimone, cette dernière manche. Tu as 9 points. Ouais.
ça va être compliqué, je pense, à moins qu'il y ait vraiment un gros brassage, puisqu'il y a 3 secteurs. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir énormément de brassage. Après, là, on sait que pour le podium, il y a trop d'équipes qui sont devant. Tout le monde ne va pas se planter, c'est une certitude. Oui. Donc là, le podium est inenvisageable. Et par contre, voilà, après, c'est très ouvert. Là, je pense que le maintien a autant de chances que la descente. Ce serait forcément une déception de descendre, donc on va tout faire pour justement se maintenir. Mathieu Néra en D2, ce serait incroyable. Alors là, moi je m'en remettrai pas, ce serait incroyable. Mais ouais, ça c'est tout à fait possible. Hein, 3 secteurs. Notre joker, on l'a grillé au jaunet. On n'a plus de joker, donc là il va falloir faire 2 manches, deux manches quoi. 1 et 2 secteurs. Ouais. Oui, au moins prendre du plaisir et faire ces points-là. Et puis après tu dis bon, on est 9e, on est 9e. Tu prends du plaisir quand ça se passe bien. Donc si on prend du plaisir, c'est qu'on devrait se maintenir. Ok. Alors Mathieu, pour la pêche de la carpe, voilà, on m'a souvent demandé, est-ce que tu as un montage préféré? Alors c'est un truc tout bête. Est-ce qu'il y a un montage que tu utilises à quasiment tout le temps? Voilà, sur oui, oui. Alors après, d'une manière générale, c'est des montages simples, c'est un nœud sans nœud. Moi, tu fais tout avec ça. D'une manière générale, mais j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que sur des salons, c'est vrai qu'on pose souvent la question, est-ce qu'on peut, tu peux nous montrer le montage que tu utilises? Et je me rappelle avoir pris un montage dans ma boîte de baline, l'avoir montré à un pêcheur, et il s'est moqué de moi. Il me dit non. Vraiment celui que tu utilises. Non, mais je te promets, c'est vraiment un montage comme ça. Et c'est vrai, par rapport au montage qu'on peut voir, on utilise des montages très simples. Oui. Alors par contre, c'est jamais la même taille d'hameçon, c'est jamais la même longueur de cheveux, c'est jamais la même longueur. Mais déjà, rien qu'avec un nœud sans nœud tout simple, que tu utilises de la tresse, que tu utilises un fluoro, selon les formes d'hameçon, selon le nombre de tours que tu fais, déjà ça te fait tellement de montages différents que rien que ce montage-là, il y a plein de choses à faire avec. Donc d'une manière générale, j'utilise des montages très simples. Pour 2025, même les années à venir, est-ce que tu as un projet en tête? Est-ce que par exemple tu aimerais participer à une énorme compétition? Est-ce que Bouillet de Maison va évoluer ou alors est-ce que tu restes sur tes trucs Oui, alors après si, on a toujours on a pas mal de nouveautés par rapport à Bouillet de Maison, de choses la compétition nous aide beaucoup aussi à ça, de trouver des nouveaux produits, des nouvelles compositions, des nouvelles choses. Donc de ce côté-là, on a pas mal de choses à mettre en place, donc ça prend déjà pas mal de temps. Et c'est vrai que le temps de pêche empiète sur le temps du boulot, donc il faut trouver le bon compromis. Donc forcément des compétitions, j'aimerais en faire plein. Actuellement, les pays de l'Est, il y a plein de choses qui se développent, il y a plein de choses qui sont géniales à aller faire. Et je pense que ça fait partie des choses qui... Ça monte en force, hein. On voit là sur les réseaux, là, quand tu commences à suivre les plans d'eau qui organisent ces compètes et que tu vois que tous les 15 jours, tu as des compètes de tarés. Et ça se développe à une vitesse de dingue. Et ils ont compris plein de choses pour ça. C'est médiatisé, c'est chouette. Et ils créent carrément des plans d'eau à compétition. C'est vrai que je prends le plan d'eau de la Lettonie là. Ouais. Tu disais là, j'ai perdu le nom du lac là. Le lac Balotte. Il sert qu'à ça. Ouais, c'est un lac où il se passait rien. C'était un lac sauvage perdu au milieu de la nature. Et ils en ont fait un centre de pêche, un centre de compétition avec des postes. T'arrives le vendredi. Pour l'organisateur, c'est hyper simple. Les postes sont déjà faits. T'as juste à faire un tirage au sort et allez hop, la pêche est partie quoi. T'as le podium pas trop loin. T'as une remise de trophée. Tout est adapté pour faire des compétitions. C'est le joueur de foot, il a besoin de stade. Le pêcheur de compétition, il a besoin de plans d'eau adaptés aux compétitions. Et je le dis souvent, mais tous les plans d'eau ne se prêtent pas à la compétition. Oui, pour avoir quelque chose d'équitable, il y a plein d'endroits qui ne le sauront jamais. Ok Mathieu. Voilà. Mathieu, je dois te dire quelque chose. Oui. C'est la fin de cet entretien. Vous êtes nombreux à me l'avoir posé. Alors, peut-être que Mathieu ne serait pas venu vers moi, mais je vais faire le fou. Mathieu, je vais te proposer un battle. Donc ça va être où tu veux, quand tu veux. Donc ça va être par chez toi. Ok. J'ai un battle de prévu avec Alexis Farfal, donc fin novembre. Ouais. Donc le mieux pour moi, ça va être d'aligner, pourquoi pas, une rencontre avec toi. Et on en a parlé tout à l'heure, et tu me disais pourquoi pas faire un feeder contre une canne à carpe. Ouais. Écoute, j'accepte. Écoute. Et à voir si fin novembre, ça fait des touches. Exactement. De toute façon, dans tous ces petits matchs, il y a toujours des choses à apprendre, autant pour moi, autant que pour toi. Ça sera un super moment quoi qu'il arrive. Bon Mathieu, je suis prêt à te battre. J'espère que tu es prêt à perdre. Défi relevé. Ça roule. Allez, merci d'avoir regardé donc cette vidéo. Mathieu, je te remercie. Avec plaisir. Je te laisse remettre ta canne, puisqu'en début de vidéo, on a pu voir la petite touche que tu as fait. Alors peut-être un blanc ou autre. Peut-être que c'était un cendre. Hier soir, tu as fait un cendre. Donc voilà. Donc on est actuellement sur la compétition et championnat des clubs. Des conditions très difficiles. Vous avez pu notamment le voir en live la semaine dernière. Le Rhône qui a monté tout ça. Bon, il reste encore une nuit. Magnifique, splendide. Depuis qu'il y a le courant, c'est sûr, c'est pas le même poste. Mais bon, c'est la dure loi de la pêche. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Allez, merci à tous et salut. À bientôt, merci.